Lord Edmund Harrington incarnait la réussite aux yeux de la haute société de Charleston. Sa plantation de coton s'étendait sur des centaines d'acres, ses réceptions attiraient l'élite du Sud, et son mariage avec Lady Eleanor Beaufort représentait l'alliance parfaite entre vieille noblesse et fortune coloniale. Eleanor avait apporté dans cette union l'immense héritage des Beaufort, une fortune bâtie sur 3 générations de commerce maritime et de propriétés terriennes. Sans cet argent, Edmund n'aurait jamais pu prétendre au rang qu'il occupait, mais derrière les façades élégantes et les sourires mondains se cachait une vérité que seuls les esclaves connaissaient vraiment. Edmund ne se contentait pas d'être un maître strict, il trouvait un plaisir viscéral dans la souffrance qu'il infligeait. Chaque soir, après que les invités soient partis et qu'Eleanor se soit retirée dans ses appartements, Edmund descendait vers les quartiers des esclaves avec une lanterne à la main et un fouet sous le bras. Il choisissait ses victimes selon son humeur. Parfois c'était Temba, le forgeron qui avait osé lever les yeux vers lui. D'autres fois, c'était Naledi, la jeune fille qui avait cassé une assiette en porcelaine. Les raisons importaient peu. Ce qui comptait, c'était le frisson qu'Edmund ressentait quand le cuir mordait la chair, quand les cris déchiraient le silence de la nuit, quand il voyait la terreur absolue dans leurs regards. Les autres propriétaires terriens pratiquaient des châtiments corporels, certes, mais Edmund allait bien au-delà de la discipline ordinaire. Il raffinait ses méthodes, explorait différentes façons de maximiser la douleur, prenait son temps pour savourer chaque instant. Les esclaves de la plantation Harrington portaient des cicatrices que même les travailleurs les plus maltraités des plantations voisines ne connaissaient pas. Eleanor savait. Comment aurait-elle pu ignorer les gémissements qui montaient parfois jusqu'à la grande demeure, les marques qu'elle apercevait sur les corps quand les domestiques servaient à table? Mais elle avait été élevée pour fermer les yeux sur les affaires d'hommes. Son père lui avait enseigné que le rôle d'une lady était de maintenir les apparences, pas de questionner les méthodes de son époux. Alors elle regardait ailleurs, organisait ses réceptions, brodait près de la fenêtre et faisait semblant de ne rien voir. Cette hypocrisie silencieuse convenait parfaitement à Edmund. Il menait sa double vie sans contrainte. Gentleman raffiné le jour, tortionnaire la nuit. Rien ne venait troubler cet équilibre. Rien, jusqu'à ce jour de mars où un marchand d'esclaves arriva à Charleston avec un nouveau convoi. La vente aux enchères se tenait sur la place du marché, comme chaque mois. Edmund n'avait pas vraiment besoin de main-d'œuvre supplémentaire, mais il aimait assister à ces événements. Il appréciait de voir les corps exposés, de sentir le pouvoir absolu qu'il détenait sur ces existences qu'il pouvait acheter ou rejeter d'un simple geste. Ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à partir, une jeune femme fut amenée sur l'estrade. Zara. Le commissaire-priseur vanta sa santé, sa force, son âge idéal pour le travail. Mais Edmund n'écoutait pas ces détails techniques. Il était figé, le regard rivé sur elle. Ce n'était pas simplement sa beauté, bien que ses traits fussent remarquables. C'était quelque chose dans son port de tête, dans la façon dont elle regardait droit devant elle malgré les chaînes, dans cette dignité qui semblait défier l'humiliation de l'instant. Edmund sentit quelque chose remuer en lui, une sensation qu'il ne connaissait pas, un désir différent de celui qu'il éprouvait habituellement. Il enchérit. Un planteur concurrent relança. Edmund doubla l'offre sans hésiter. Le silence se fit dans l'assemblée. Personne n'osait défier Lord Harrington quand il fixait un prix aussi exorbitant pour une seule esclave. Le marteau tomba. Zara lui appartenait. Sur le chemin du retour vers la plantation, Edmund ne pouvait détacher son regard du chariot qui transportait sa nouvelle acquisition. Il se surprit à imaginer non pas les tortures qu'il lui infligerait, mais son visage, ses mains, la courbe de son cou. Cette pensée le troubla profondément. Il secoua la tête pour chasser ces divagations ridicules. Dès leur arrivée, il donna des ordres précis. Zara ne serait pas envoyée aux champs ni aux cuisines. Elle serait assignée à la grande demeure, disponible à tout moment. Le contremaître haussa un sourcil surpris mais s'exécuta sans commentaire. On ne questionnait jamais les décisions de Lord Harrington. Le soir même, Edmund fit convoquer Zara dans son bureau privé, cette pièce lambrissée où il gérait les affaires de la plantation. Elle entra, escortée par un garde, les poignets encore marqués par les fers du voyage. Elle gardait les yeux baissés, comme on le lui avait sans doute enseigné. « Regarde-moi » ordonna Edmund.
Zara leva lentement le regard. Ses yeux rencontrèrent ceux de son maître. Edmund y vit de la peur, bien sûr, mais aussi une lueur de défi mal étouffée qui l'excita au-delà du raisonnable. « Moi, j'aime beaucoup m'amuser », dit-il en se levant de son fauteuil pour s'approcher d'elle. Sa voix était basse, presque un murmure. « Tu n'es pas ici pour travailler comme les autres. Tu es ici pour mon plaisir personnel. Tu comprends ce que cela signifie ?» Zara ne répondit pas. Son corps se tendit imperceptiblement. Edmund contourna lentement autour d'elle, comme un prédateur évaluant sa proie. « Quand je t'appellerai, tu viendras. Quand je te donnerai un ordre, tu obéiras. Quand je voudrai quelque chose de toi, tu ne refuseras pas. » Il s'arrêta derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir son souffle dans son cou. « Si tu me déçois, tu découvriras que je peux être créatif dans mes punitions. » Très créatif. Cette nuit-là, Edmund prit ce qu'il voulait. Zara ne résista pas physiquement, comment l'aurait-elle pu? Mais il sentit la rigidité de son corps, vit les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, entendit sa respiration saccadée. Il aurait dû y trouver satisfaction, comme d'habitude. Mais quelque chose était différent, quelque chose qui le mettait mal à l'aise, sans qu'il puisse définir quoi exactement. Quand il eut terminé, il la renvoya sans un mot. Zara s'enfuit presque, serrant contre elle les lambeaux de sa dignité. Edmund resta seul dans son bureau, désorienté par le vide qu'il ressentait. Ce n'était pas la satisfaction habituelle, c'était autre chose. Quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. Les jours suivants établirent un rythme terrifiant pour Zara. Edmund la convoquait à toute heure, parfois plusieurs fois par jour. Certaines fois, il la violait avec une brutalité mécanique. D'autres fois, il la torturait avec les mêmes instruments qu'il utilisait sur les autres esclaves, comme s'il cherchait à retrouver le plaisir simple de la cruauté pure. Mais il y avait aussi ces moments étranges où il se contentait de l'observer. Il la faisait rester debout dans un coin de son bureau pendant qu'il travaillait sur ses registres, levant parfois les yeux pour la regarder. Il lui ordonnait de s'asseoir près de la cheminée pendant qu'il lisait, sans autre raison apparente que de savoir qu'elle était là, à portée de vue. Ces séances silencieuses terrifiaient Zara encore plus que les violences, car elle ne comprenait pas ce qu'il voulait, ne pouvait anticiper ce qui allait suivre. Edmund lui-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Au début, il attribua cette obsession à une simple nouveauté qui s'estomperait avec le temps. Mais au lieu de diminuer, l'attraction se renforçait. Il se surprenait à penser à elle pendant les réunions d'affaires, à chercher son visage parmi les domestiques quand il traversait la maison, à ressentir une pointe d'irritation quand Eleanor monopolisait trop longtemps la conversation au dîner parce qu'il voulait se retirer plus vite pour retrouver Zara. Cette réalisation le frappa un matin avec la force d'un coup de massue. Il était en train de tomber amoureux de cette esclave. Lui, Lord Edmund Harrington, éprouvait des sentiments pour une femme qu'il possédait comme on possède du bétail. L'absurdité et le danger de cette situation le glacèrent. Il ne pouvait pas se permettre de tels sentiments. Sa réputation était bâtie sur la cruauté, sur la domination absolue, sur l'absence totale de faiblesse. Si quelqu'un découvrait qu'il développait de l'affection pour une esclave, il deviendrait la risée de Charleston. Pire encore, cela minerait son autorité sur sa propre plantation. Comment pourrait-il maintenir la terreur nécessaire au contrôle de centaines d'esclaves si l'un d'entre eux avait réussi à toucher son cœur? Edmund décida d'étouffer ses sentiments dans l'œuf. Il intensifia les tortures infligées à Zara, comme s'il pouvait détruire son attachement en détruisant l'objet de celui-ci. Il la fouettait avec plus de violence, la privait de nourriture, la faisait dormir dans les conditions les plus misérables. Mais chaque brutalité semblait avoir l'effet inverse. Plus il la blessait, plus il ressentait le besoin de la voir, de s'assurer qu'elle était encore là, qu'elle respirait encore. Cette contradiction le rendait fou. Il alternait entre des accès de tendresse maladroite, lui apportant de la nourriture après l'avoir affamée, pensant les blessures qu'il venait d'infliger et des explosions de rage où il la punissait pour avoir suscité ses émotions en lui. Zara vivait dans un état de confusion et de terreur permanente, ne sachant jamais quelle version de son maître allait surgir. Les autres esclaves remarquèrent l'obsession d'Edmund. Ils voyaient comment Zara était appelée à toute heure, comment elle revenait avec de nouvelles marques, mais aussi comment elle semblait occuper toutes les pensées du maître.
Certains la plaignaient, d'autres lui en voulaient, comme si elle était responsable de l'humeur de plus en plus imprévisible d'Edmund, qui se répercutait sur eux tous. Themba, le forgeron, essaya une fois de parler à Zara, de lui offrir un peu de réconfort. Edmund les surprit. La punition fut terrible. Themba fut fouetté publiquement jusqu'à ce que sa chair ne soit plus qu'une masse sanguinolente. Le message était clair, Zara lui appartenait, et personne d'autre ne devait même la regarder. Eleanor, de son côté, n'était pas stupide. Elle voyait bien que quelque chose avait changé chez son mari. Il était distrait, irritable, obsédé par quelque chose qu'il ne partageait pas avec elle. Elle interrogea discrètement les domestiques et apprit l'existence de Zara, cette nouvelle esclave qui monopolisait l'attention du maître. Au début, Eleanor ne s'en offusqua pas outre mesure. Les maîtres qui prenaient des esclaves pour maîtresses n'étaient pas rares dans le sud. C'était un arrangement tacite que les épouses toléraient en silence. Mais l'intensité de l'obsession d'Edmund dépassait largement la norme acceptable. Il négligeait ses devoirs, refusait les invitations, devenait un étranger dans sa propre maison. Les mois passèrent et Edmund sombrait de plus en plus profondément dans sa fixation. Il avait aménagé une petite chambre attenante à son bureau où il gardait Zara la plupart du temps. Elle ne quittait pratiquement plus cet espace confiné. Edmund venait la voir entre chaque rendez-vous d'affaires, entre chaque repas, parfois au milieu de la nuit, quand il ne parvenait pas à dormir. Il cherchait désespérément quelque chose dans ses yeux. Un signe d'affection, de reconnaissance, peut-être même d'amour, mais tout ce qu'il voyait, c'était la peur, une peur pure, viscérale, qui ne diminuait jamais. Même quand il essayait d'être doux, même quand il lui parlait avec ce qui ressemblait à de la tendresse, elle tremblait. Elle sursautait au moindre de ses mouvements. Elle ne le regardait jamais directement sauf quand il l'ordonnait, et alors ses yeux étaient en ceux d'un animal traqué. Cette peur le rendait fou de rage. Il voulait qu'elle le voie différemment, qu'elle comprenne que ce qu'il ressentait allait au-delà de la simple possession. Mais comment pourrait-elle le comprendre alors qu'il continuait de la battre, de la violer, de la terroriser? Edmund était piégé dans une contradiction qu'il ne savait pas résoudre. Son comportement erratique commença à affecter sérieusement les affaires de la plantation. Il manqua des réunions importantes avec des acheteurs de coton. Il oublia de superviser les récoltes à un moment critique de la saison. Il renvoya brutalement des partenaires commerciaux qui avaient osé le questionner sur ses absences. Sa réputation de gentleman, déjà ternie par sa cruauté connue, commença à s'effriter complètement. Les rumeurs se répandirent dans Charleston comme une traînée de poudre. On murmurait que Lord Harrington avait perdu la raison à cause d'une esclave. On ricanait dans les salons. Les invitations à des événements sociaux se firent plus rares. Certains membres de la haute société évitaient désormais de l'approcher. Eleanor dut affronter les regards en coin, les chuchotements qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Ses propres amis, ses laddies qui partageaient le thé avec elle depuis des années, commençaient à la traiter avec une pitié condescendante qui la blessait plus que tout. Elle, qui avait toujours maintenu les apparences avec une perfection irréprochable, se retrouvait au centre d'un scandale dont elle ne pouvait contrôler l'ampleur. Un soir, elle confronta Edmund. Elle entra dans son bureau sans frapper, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Edmund était assis, le regard perdu dans le vide. Zara se tenait dans un coin, silencieuse comme une ombre. « Sors », dit Eleanor à Zara, sans même la regarder. Zara jeta un regard paniqué vers Edmund, qui hocha la tête. Elle s'enfuit rapidement. « Tu nous détruis », dit Eleanor d'une voix froide. « Tu détruis notre nom, notre position, tout ce que nous avons construit. » « Pourquoi ? Pour une esclave qui te craint comme on craint la peste ?» Edmund ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne pouvait pas s'arrêter. « Regarde-toi », continua Eleanor. « Tu ressembles à un fantôme. Tu ne manges plus, tu ne dors plus. Tu passes tes journées enfermées avec cette fille qui tremble chaque fois que tu t'approches d'elle. Tu appelles ça de l'amour? C'est de la folie, Edmund, de la pure folie. » « Tu ne comprends pas », murmura Théil finalement. « Non, c'est toi qui ne comprends pas. Cette fille ne t'aimera jamais. Elle ne peut pas t'aimer. Tu lui as fait trop de mal. Et pendant ce temps, tu perds tout. Nos amis, nos affaires, notre honneur, est-ce que ça en vaut la peine ?
Edmund leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis des mois, il vit vraiment son épouse, cette femme qu'il avait épousée pour son argent et sa position, mais qui avait toujours été loyale, digne, irréprochable. Et il réalisa qu'il l'avait détruite aussi. Pas par violence physique comme il détruisait Zara, mais par humiliation publique, par négligence, par mépris. « Va-t'en », dit-il d'une voix éteinte. Eleanor le regarda longuement, puis tourna les talons et quitta la pièce. Les semaines qui suivirent virent Edmund se déliter complètement. Il ne quittait plus son bureau et la petite chambre où il gardait Zara. Les affaires de la plantation tombaient en ruine. Les contremaîtres prenaient leurs propres décisions, les esclaves travaillaient sans supervision réelle, les créanciers commençaient à s'impatienter. Eleanor, de son côté, avait pris une décision. Elle contacta les avocats de sa famille, les meilleurs juristes de Charleston. Ce qu'elle envisageait était pratiquement inouï, demander le divorce. Dans le sud des années 1840, une femme qui divorçait était ostracisée, considérée comme une paria. Mais Eleanor avait calculé que rester mariée à Edmund la détruirait davantage que le scandale du divorce. Surtout, elle détenait l'arme absolue, l'argent. Tout l'argent du couple venait de l'héritage Beaufort. Edmund n'avait apporté dans le mariage que sa plantation, qui était elle-même lourdement hypothéquée. Le contrat de mariage, rédigé par le défunt père d'Eleanor, protégeait intégralement la fortune familiale. En cas de divorce, Edmund se retrouverait sans rien. Les avocats déposèrent les documents au tribunal. Le scandale explosa. Jamais dans l'histoire récente de Charleston, une femme de la haute société n'avait demandé le divorce de son plein gré. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. Les détails sordides de l'obsession d'Edmund pour son esclave s'étalèrent dans la presse. Edmund reçut les papiers du divorce alors qu'il était avec Zara. Il les lut, comprenant lentement l'ampleur de ce qui allait se passer. Eleanor ne se contentait pas de partir. Elle reprenait tout, la grande demeure construite avec l'argent Beaufort, les comptes bancaires alimentés par l'héritage Beaufort, les investissements, les titres, les propriétés en ville, tout venait de sa femme. Il se retrouverait avec la plantation, certes, mais une plantation criblée de dettes, mal gérée depuis des mois, avec des récoltes compromises et des créanciers aux aguets. Sans l'argent d'Eleanor pour couvrir les dépenses courantes, la faillite n'était qu'une question de temps. « Tu comprends ce que tu as fait » cria Tehila Zara, comme si elle était responsable de sa chute. Zara recula contre le mur, terrorisée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ne savait pas lire les documents qu'il brandissait, mais elle voyait la rage dans ses yeux. Edmund leva la main pour la frapper, puis s'arrêta. Qu'est-ce que ça changerait? Il avait déjà tout perdu. Sa femme, sa fortune, sa position sociale, sa réputation. Tout ce qui lui restait, c'était cette fille terrifiée qui le haïssait probablement plus que quiconque au monde. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. La rapidité de la procédure témoignait du pouvoir et de l'influence de la famille Beaufort. Eleanor quitta Charleston immédiatement après le jugement, retournant dans sa Virginie natale où elle pourrait reconstruire sa vie loin des ragots. Edmund dut vendre la grande demeure pour payer une partie de ses dettes. Il s'installa dans une petite maison à la lisière de la plantation, un bâtiment modeste qui avait autrefois servi de résidence au contremaître. Il emmena Zara avec lui. Elle était tout ce qu'il avait sauvé du naufrage de sa vie. Il refusait de la vendre, de la libérer, de s'en séparer de quelque manière que ce soit. Les créanciers commencèrent à saisir les biens de la plantation. D'abord les outils agricoles les plus récents, puis le bétail de qualité, puis les esclaves eux-mêmes. Temba fut vendu à un propriétaire de Géorgie. Naledi partit vers le Mississippi. Un par un, Edmund vit ses possessions dispersées pour rembourser ses dettes, mais il gardait Zara. Même quand il n'avait plus rien à manger, même quand la maison tombait en ruine autour d'eux, il la gardait. Elle était devenue à la fois sa punition et sa seule raison de continuer à vivre. Les mois de pauvreté transformèrent radicalement leurs conditions de vie. Edmund, qui avait vécu dans le luxe toute sa vie, se retrouvait à cultiver lui-même un petit potager pour survivre. La petite maison prenait l'eau quand il pleuvait. Le froid de l'hiver s'infiltrait par les fenêtres mal ajustées. Il n'avait plus de serviteurs, plus de contremaîtres, plus personne. Zara vivait toujours dans la terreur, mais une terreur différente maintenant.
Edmund continuait de la violer, mais avec moins de fréquence et moins de violence, comme si la misère avait émoussé une partie de sa cruauté. Il la regardait encore pendant des heures, cherchant toujours ce signe d'affection qui ne venait jamais. Parfois, il tentait de lui parler, de vraiment lui parler, comme à un être humain. Mais Zara ne savait pas comment répondre. Comment parler à celui qui avait détruit sa vie? L'hiver 1844 fut particulièrement rude. La neige tomba en abondance, quelque chose de rare à Charleston. La petite maison n'était pas équipée pour affronter un tel froid. Edmund brûla les derniers meubles pour alimenter le poêle, mais ce n'était pas suffisant. Zara tomba malade en janvier. D'abord une simple toux, puis de la fièvre, puis quelque chose de plus grave. Edmund n'avait pas d'argent pour un médecin. Il essaya de la soigner lui-même avec les remèdes qu'il connaissait, mais rien ne fonctionnait. La fièvre montait, la toux s'aggravait, elle s'affaiblissait de jour en jour. Pour la première fois de sa vie, Edmund ressentit une peur réelle. Pas la peur de perdre une possession, mais la terreur absolue de perdre la seule personne qui comptait encore pour lui. Il réalisa, alors qu'il la veillait pendant ses nuits de délire fiévreux, qu'il l'aimait vraiment. Pas de l'obsession maladive qu'il avait éprouvée au début, mais quelque chose de plus profond et de plus désespéré. Il essaya de lui montrer de la tendresse. Il la berçait doucement, lui murmurait des paroles apaisantes, tentait de la faire boire et manger. Mais chaque fois qu'elle reprenait conscience et le voyait, la même terreur traversait son regard. Même maintenant, même dans cet état de faiblesse extrême, elle avait peur de lui. « Je suis désolé, lui dit-il un soir, les larmes aux yeux, pour tout ce que je t'ai fait, pour tout. » Zara le regardait sans comprendre. Ces mots arrivaient trop tard, beaucoup trop tard. Les excuses ne pouvaient en pas effacer des années de torture, de viol, de terreur quotidienne. Elle ne pouvait en pas reconstruire ce qu'il avait brisé en elle. Février arriva. Zara s'affaiblissait chaque jour un peu plus. Edmund passait ses nuits à son chevet, la regardant respirer difficilement, priant un Dieu auquel il ne croyait plus pour qu'elle survive. Mais au fond de lui, il savait déjà. Une nuit, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Zara ouvrit les yeux. Elle regarda Edmund qui veillait près d'elle, épuisé, amaigri, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Leurs regards se croisèrent. Edmund vit alors ce qu'il avait toujours vu, de la peur, une peur pure, inaltérable. Même maintenant, même à l'article de la mort, elle le craignait. Il n'y avait rien d'autre dans ses yeux, pas de pardon, pas de compréhension, pas même de haine. Juste la peur. « Je t'aime », murmura-t-il, sachant combien ces mots étaient vains. Zara ne répondit pas. Elle ne pouvait plus parler, mais son corps se tendit légèrement, ce réflexe de recul qu'elle avait toujours eu face à lui, même réduite à ce souffle de vie qui s'éteignait. Elle mourut à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient les nuages. Edmund tenait sa main froide dans les siennes. Il resta là pendant des heures, incapable de bouger, de penser, de ressentir autre chose qu'un vide abyssal. Quand il trouva enfin la force de l'enterrer, creusant la terre gelée de ses propres mains, derrière la petite maison, la vérité le frappa avec une clarté brutale. Il n'avait jamais eu son amour, il n'aurait jamais pu l'avoir. Comment aurait-il pu gagner l'amour de quelqu'un qu'il avait terrorisé jour après jour? La force n'engendrait pas l'amour. La violence ne créait pas l'affection. La torture ne menait pas à la tendresse. Tout ce qu'elle produisait, c'était la peur. Une peur qui tuait toute possibilité d'autre chose, qui dressait un mur infranchissable entre le bourreau et sa victime. Il avait détruit sa vie pour une illusion. Il avait perdu sa femme, sa fortune, sa position, son honneur, tout ça, pour poursuivre quelque chose d'impossible. Il avait cru pouvoir posséder l'amour comme on possède un bien matériel, pensant que parce que il détenait le corps de Zara, il pouvait aussi revendiquer son cœur. Edmund continua de vivre encore quelques années dans cette petite maison délabrée. Il ne parlait à personne, ne sortait que rarement. Les gens de Charleston avaient oublié son existence, ou faisaient semblant. L'ancien Lord Harrington, le maître cruel qui avait régné sur sa plantation avec une main de fer, n'était plus qu'un fantôme vivant, hanté par le souvenir d'une femme qu'il avait craint jusqu'à son dernier souffle. Chaque soir, il regardait vers la petite tombe qu'il avait creusée.
et il revoyait ses yeux terrifiés. Il comprenait maintenant ce qu'il avait refusé de voir pendant toutes ces années. On ne peut pas forcer l'amour. On peut forcer l'obéissance, la soumission, la présence physique, mais l'amour, le vrai, celui qui naît librement entre deux êtres, ne peut jamais être arraché par la violence. Il avait passé sa vie à exercer son pouvoir sur les plus faibles, à croire que sa force le rendait supérieur. Mais cette force n'avait construit que des ruines. Elle avait détruit son mariage, ruiné sa réputation, et tué la seule personne dont il était vraiment tombé amoureux. Elle l'avait laissé seul, entouré des décombres de ce qu'il avait été, sans rien d'autre que des regrets amers et une compréhension trop tardive de son erreur fondamentale. La cruauté, il le comprenait enfin, ne menait nulle part. Elle créait un désert autour de celui qui la pratiquait, un désert où rien ne pouvait pousser, où aucune relation authentique ne pouvait s'épanouir. Il avait été le maître absolu de centaines de vies, mais il n'avait jamais réussi à gagner l'amour sincère d'une seule personne. L'histoire d'Edmund Harrington illustre une vérité fondamentale sur la nature humaine et les relations. Le pouvoir et la violence ne peuvent jamais remplacer le respect et l'affection librement donnée. Edmund possédait tout ce qu'un homme de son époque pouvait désirer: richesse, statut, influence, mais sa cruauté innée l'empêchait de construire quoi que ce soit de durable ou de significatif. Sa rencontre avec Zara révéla la faille tragique de son caractère. Pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'amour, mais il ne possédait aucun outil pour cultiver ce sentiment. Il ne connaissait que la domination, la force, la terreur. Ces méthodes qui lui avaient permis de contrôler sa plantation et de maintenir son autorité se révélèrent complètement inadaptées quand il s'agissait de gagner le cœur d'un autre être humain. La contradiction entre son désir d'affection et ses méthodes violentes créa un cercle vicieux destructeur. Plus il voulait l'amour de Zara, plus il la terrorisait. Plus elle le craignait, plus il devenait violent, comme si la brutalité pouvait forcer l'apparition de sentiments qui ne peuvent naître que dans la liberté et le respect mutuel. Cette logique tordue le mena à sa perte, détruisant tout sur son passage, son mariage, sa fortune, et finalement l'objet même de son obsession. Eleanor représente dans cette histoire la dignité et le courage de ceux qui refusent de participer à la destruction. Sa décision de divorcer, aussi scandaleuse soit-elle pour l'époque, témoigne d'une force d'âme que Edmund ne posséda jamais. Elle choisit de préserver son intégrité plutôt que de se complaire dans un mariage devenu toxique. Son départ marque le point de non-retour dans la chute d'Edmund, le moment où il perd tout sauf l'objet de son obsession. Zara incarne la tragédie des victimes qui ne survivent pas à la cruauté de leurs oppresseurs. Elle ne fut jamais qu'un objet dans l'esprit d'Edmund, même quand il croyait l'aimer. Sa mort dans la terreur, sans jamais avoir connu autre chose que la peur de son maître, souligne l'échec total du système de pensée d'Edmund. Il voulait son amour, mais n'obtint jusqu'au bout que sa peur. Cette histoire nous rappelle que certaines choses ne peuvent être prises par la force. L'amour, le respect, la confiance, ces éléments essentiels des relations humaines, doivent être offerts librement où ils n'existent pas du tout. Aucune richesse, aucun pouvoir, aucune violence ne peut créer artificiellement ces sentiments. Tenter de le faire mène invariablement à la destruction, non seulement des victimes, mais aussi de celui qui exerce la violence. Edmund finit ses jours seul, hanté par la compréhension trop tardive de ses erreurs. Il avait cru que sa force le rendait supérieur, que son pouvoir lui donnait des droits sur les autres, mais la force sans conscience ne construit rien de durable. Elle crée seulement des ruines, laissant derrière elle des vies brisées et des regrets stériles. Le prix de la cruauté est toujours plus élevé qu'on ne l'imagine. Elle ne détruit pas seulement ses victimes directes, mais aussi celui qui la pratique, rongeant son humanité jusqu'à ne laisser qu'une coquille vide. Edmund perdit toute fortune, position, honneur, mais la perte la plus profonde fut celle de sa propre âme, corrompue par des années de violence gratuite et d'abus de pouvoir. Dans un monde où le pouvoir était souvent synonyme de cruauté, où l'esclavage permettait les pires excès, cette histoire révèle une vérité intemporelle. La peur n'est pas de l'amour, la soumission n'est pas du respect, et la possession n'est pas de l'intimité. Ces distinctions fondamentales, Edmund ne les comprit que trop tard, quand il ne restait plus rien à sauver ni personne à qui demander pardon.